Si nos reportages vous plaisent et que vous souhaitiez qu'on poursuive notre travail de terrain, que nous sommes les seuls à le faire chez Omerta avec Régis Le Sommier et toute l'équipe, alors abonnez-vous à l'application dès maintenant, téléchargeable via Google Play, Apple Store ou via notre site internet www.omertamedia.fr. Nous avons besoin de votre soutien. À très vite. Vous l'avez compris, alors que nous sommes en haute tension diplomatique, géopolitique, un basculement vers une troisième guerre mondiale n'est pas très éloigné, franchement, quand on voit ce qui se passe autour de l'Ukraine. Eh bien, je suis très heureuse d'avoir deux retours de terrain. Régis Le Sommier, grand reporter, directeur de la publication d'Omerta, qui revient de Koursk, en Russie, qui était parti faire un reportage. Et puis, nous sommes également avec Georges Kuzmanovic, président de République Souveraine, qui est de retour, lui, du sommet du G20 à Rio de Janeiro. Bonjour à tous les deux. Bonjour Georges Kuzmanovic. Bonjour Clémence, bonjour Régis. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Bonjour Régis Le Sommier. Régis, donc vous revenez de Koursk et vous avez déjà, Omerta a déjà publié un reportage sur Koursk. On va regarder rapidement un teasing. Koursk. Depuis 4 mois, cette ville de 400 000 habitants, à l'ouest de la Russie, fait la une de l'actualité internationale. Le 6 août dernier, les forces armées ukrainiennes attaquent l'oblast de Koursk, une offensive historique, la plus importante d'une armée étrangère sur le sol russe depuis 1941 et l'opération Barbarossa. Des milliers de morts civiles et militaires sont à déplorer. Les déplacés se comptent par dizaines de milliers. En exclusivité, les équipes d'Omerta ont pu suivre le quotidien de ses habitants et de ces hommes qui ont choisi de prendre les armes pour, disent-ils, défendre leur terre. Voilà, donc on en saura plus évidemment en allant sur la chaîne de Omerta. Régis Le Sommier, vous êtes retourné sur place à Koursk et vous m'avez même raconté en off que vous avez pu entendre les missiles, les fameux missiles qui passaient au-dessus de votre tête. Alors on va récupérer le son de Régis. Ah, vous m'entendez bien ? On vous entend. Ok. Non, il s'agissait de missiles hypersoniques qui ont frappé la ville de Kiev. Il y a eu pendant le moment où on y était, juste avant l'autorisation de Joe Biden, donnée par Joe Biden à Volodymyr Zelensky d'utiliser les missiles à longue portée cette fois pour frapper l'intérieur de la Russie. Eh bien, la Russie avait fait un véritable, une très forte offensive contre le réseau électrique ukrainien. Et on a entendu, oui, en effet, ces missiles hypersoniques passer pendant la nuit. C'est assez impressionnant comme bruit. Et en fait, ce qui est surtout très impressionnant, c'est que dans le secteur dans lequel nous étions, notamment le secteur de Souja et de Kourtchatov, il y avait une centrale nucléaire. Donc, si vous voulez, cette centrale nucléaire faisait partie des objectifs de l'Ukraine le 6 août dernier. L'Ukraine n'a pas pris la centrale, elle a été très proche de la prendre. Mais si vous voulez, ce qui est assez choquant, moi je l'avais déjà constaté à Energodar, la fameuse centrale de Zaporijjia, que j'avais eu l'occasion de visiter il y a 2 ans, il y a des combats qui se déroulent autour d'une centrale nucléaire civile. Donc il y a évidemment des risques de fuite radioactive, il y a évidemment des risques que cette installation fragile, puisque je rappelle la centrale de Kourtchatov est une centrale de type RBMK, c'est-à-dire exactement la même, construite à la même époque que Tchernobyl, donc avec un seul sarcophage autour. Donc c'est un endroit extrêmement fragile. Et de voir que des combats peuvent se dérouler entre les Ukrainiens et les Russes autour de cette centrale, enfin autour, on va dire à quelques dizaines de kilomètres, c'est évidemment profondément choquant. C'est malheureusement une des réalités de la guerre en Ukraine, c'est que chaque fois on dépasse les limites de l'entendement et on va vers, effectivement, vous l'avez signalé au début de cette émission, peut-être vers une troisième guerre mondiale. On ne sait pas encore, les choses s'enveniment, mais à chaque fois chacun répond de façon plus forte, plus extrême. Jusqu'à quand est-ce qu'il va y avoir un dérapage? Tout ça est extrêmement problématique et très inquiétant. Ouais, et c'est vrai qu'on vous l'avez dit, on repousse toujours les frontières de l'entendement, on va dire, et de la diplomatie toujours un petit peu plus loin. On a entendu, nous, justement, en parlant de frontières, notre ministre des Affaires étrangères ce week-end annoncer sur la BBC qu'il n'y avait pas de ligne rouge dans le soutien ukrainien et la possibilité de tir de missiles français à longue portée sur la Russie. Donc on voit bien aussi qu'il y a comme
comme un brouillard, justement pour reprendre les termes de Pierre Lelouch que nous recevions hier, un brouillard dans cette guerre avec l'impossibilité de définir nos frontières, nos limites dans cette guerre et jusqu'où on peut aller dans le soutien d'un pays. Justement, toute cette question, c'est une question diplomatique également. Georges Kuzmanovic, vous étiez au cœur normalement d'un rassemblement diplomatique avec ce G20. J'ai suivi un peu vos suivis sur Twitter. Vous avez parlé de nombreux clashs en fait au G20, notamment avec le Premier ministre britannique Keir Starmer. Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu quelles sont vos impressions de ce G20 ? Est-ce que c'était un haut lieu de diplomatie, est-ce qu'on a pu faire avancer les choses ou absolument pas ? Alors, ce qui est très intéressant avec ce G20, eh bien, c'est qu'on n'en parle absolument pas en Occident. C'est vrai. J'ai été assez sidéré. Je l'avais constaté déjà pour le sommet des BRICS à Kazan. Alors, je me disais, bon, ça se passe en Russie, donc on invisibilise. Mais là, c'est les G20. Et c'est les G20 qui se passent au Brésil. Et c'était un G20 d'un grand succès. Pour tout un tas de raisons. D'abord parce qu'il y a eu un G20 social pour la première fois, selon la volonté du président Lula. Et puis, en plus de ce G20, il a réuni 83 chefs d'État ou premiers ministres pour faire une alliance globale contre la faim et la pauvreté. C'est la première fois. C'est quelque chose qui, normalement, il y a tous les gens qui ont plein de bons sentiments en Occident, qui luttent depuis des dizaines d'années, on a tout un tas d'ONG pour arrêter la faim, la pauvreté. On aurait dû en parler. Rien du tout, mais c'est un silence total, alors que même les États-Unis l'ont signé. Alors, ça ne veut pas dire que les États-Unis vont le mettre en place, parce que derrière, il y a en plus l'idée d'une taxation des ultramilliardaires pour financer la fin de la pauvreté et l'arrêt de la faim dans le monde. Vraiment, c'est des choses que, par exemple, la France Insoumise aurait pu reprendre, le PS, tout un tas de gens qui soutiennent plein d'ONG, ben non, rien. Silence radio le plus complet, alors que dans le reste du monde, on en parle. Ouais. On fait l'effort de regarder la presse indienne, la presse d'Afrique du Sud, la presse de toute l'Afrique, les médias d'Asie, on en parle. Et en fait, c'est en acte, on voit un renfermement de l'Occident sur lui-même. Et l'autre, il y a eu un gros clash, parce qu'en fait, juste avant le sommet du G20, il y a eu le sommet Asie-Pacifique. Où il y a une rencontre Joe Biden, Xi Jinping. Et c'est la première fois qu'un dirigeant chinois comme Xi Jinping a des termes très durs oralement. En général, ils sont plutôt très protocolaires, calmes, envers Joe Biden, où il met 4 lignes rouges. Arrêtez d'interférer dans nos pays et de faire des révolutions de couleur. Arrêtez de pousser à la guerre à Taïwan. Arrêtez de tenter de soutenir des associations et des ONG dans nos pays. Et en disant à Joe Biden, j'espère que vous n'allez pas tomber dans le piège de Thucydide. Et le piège de Thucydide, c'est le récit de Thucydide, le grand historien de la guerre du Péloponnèse, où une grande puissance a peur d'une puissance montante et déclenche une guerre. Donc on a les Chinois qui disent ne déclenchez pas une guerre. Rien, on n'en parle pas. Et malgré tout, pendant le G20, le petit soldat local des États-Unis, Keir Starmer, le Premier ministre britannique, au moment où il y a les journalistes avant la session des chefs d'État, eh bien, se tourne vers Xi Jinping et dit « Nous sommes très concernés par les problèmes des droits de l'homme à Hong Kong, que comptez-vous faire ?» Bon, évidemment, ça fait un clash. Donc, on voit une mise en tension très forte. Et puis, je vais arrêter en rappelant que le sommet des BRICS de Kazan a commencé par une annonce de paix, la fin du conflit entre l'Inde et la Chine, un conflit sur l'Himalaya qui était très compliqué à résoudre. Et le sommet du G20 commence par une escalade guerrière avec l'autorisation des tirs des missiles ATACMS américains sur le territoire russe et le tir entre le premier jour et le deuxième jour du sommet des missiles, de ces missiles-là par l'Ukraine sur le territoire russe. Donc on a une mise en tension et une invisibilisation du G20. Voilà. Il y a l'Inde aussi, vous racontez dans ce clash, qui a réagi justement au Premier ministre Keir Starmer, qui lui a dit, qui lui a parlé de ses ancêtres trafiquants. Oui, alors ce n'est pas l'Inde, c'est le directeur de la Tricontinentale, c'est une organisation de recherche des BRICS, mais c'est un Indien qui réagit. Et bon, j'ai pris cet exemple-là mais il y en avait beaucoup d'autres, qui a clashé le Premier ministre en disant mais arrêtez, c'est insupportable cette ingérence.
vos ancêtres étaient des dealers de drogue qui ont déclenché 2 guerres avec la Chine, et c'est la seule raison pour laquelle vous avez mis un pied dans Hong Kong. Vous n'avez rien à faire là-bas, vous n'aviez rien à faire au 19e siècle là-bas, vous n'avez rien à y faire aujourd'hui. Arrêtez de vous ingérer dans la vie des pays du monde et à provoquer des guerres ou des tensions. Oui. Alors, pour comprendre quand même ce que vous dites que c'est quand même un sommet colossal, très important, et qui a été d'une certaine façon invisibilisé en Occident. Comment vous le comprenez? Pourquoi? Mais parce que l'Occident, je pense, refuse de voir l'émergence des BRICS. L'émergence de pays qui ne sont plus d'anciennes colonies, qui sont caractérisés par le fait qu'ils ont été peu ou prou des anciennes colonies ou des pays dominés par l'Occident, et que ce sont des pays qui réussissent, qui sont très très en avance, souvent technologiquement, qui se développent très vite, qui ont le gros des investissements mondiaux actuellement, qui ont le gros de la croissance mondiale, qui ont le gros des productions de ressources, qui ont le plus gros de la production industrielle, et alors qu'on est toujours, nous, dans un paradigme de domination post-effondrement de l'URSS de 1991, de domination, où les États-Unis et les États vassalisés européens dominent la globalisation, la mondialisation. Ça, c'est à l'arrêt. Enfin, il suffit d'aller voyager un peu dans ces grands pays dits émergents. C'est un peu ridicule d'ailleurs de parler de pays émergents. Ce sont des pays largement émergés et très en avance. Je rappelle que pendant ce sommet du G20, l'Union européenne a demandé que des technologies chinoises soient réversées à l'Union européenne dans le cadre de la production de panneaux solaires et d'éoliennes. C'est ce qu'on faisait il y a 40 ans. C'est les Chinois qui demandaient des technologies européennes. Voilà, on a un retournement du monde. Et comment voulez-vous prétendre à continuer de dominer le monde quand vous ne pouvez... vous êtes en retard. Et puis l'autre sujet qui était très, très abordé aussi, c'est la question de Gaza, et de la situation des Palestiniens, et du massacre des civils, et du double standard. Ils disent, mais c'est pas possible que vous voyez des problèmes à tel ou tel endroit, et que vous ne voyez pas le massacre d'autant de civils. Alors d'autant plus que la Cour pénale internationale a mis un mandat d'arrêt sur Netanyahou pour justement le crime de guerre. Bien sûr, oui, tout ça dans cette actualité-là, c'est sûr. Et puis dans l'actualité, et on va y revenir avec Régis, de ces tirs, de ces provocations, de ces nouveaux feux verts de Joe Biden. Est-ce que ça a fait réagir pendant le G20? Oui, ça a fait réagir en particulier le président Lula, qui était le deuxième jour dans son ouverture très agacé. Alors, la présidence brésilienne a trouvé que c'était un sabotage, d'une certaine manière, un sabotage du G20. Dont il trouve étonnant la concomitance. On va quand même, il faut vraiment le répéter sans cesse, je le fais moi depuis plus d'1 an, il n'y a pas d'autorisation de tir de l'Ukraine vers la Russie. Régis le sait très bien, l'Ukraine tire des missiles ou des drones dans la profondeur du territoire russe, parfois jusqu'à 2000 km, 1800 km à l'intérieur de la Russie. Elle n'a pas besoin de recevoir d'autorisation. Soit pour ou contre, l'Ukraine, Kiev défend sa souveraineté et tire ce qu'elle veut sur la Russie. Non, en revanche, c'est l'autorisation pour l'utilisation d'armes de l'OTAN. Non, c'est que ces armes-là de l'OTAN, ces missiles spécifiques, sont codés par des soldats de l'OTAN. C'est ça qu'il faut rappeler. Les Scalp français sont codés par des soldats français. Les ATACMS sont codés par des soldats américains. Ou alors des gens qui ont démissionné récemment et qui se retrouvent là dans des tenues qui ne sont pas celles de leur pays d'origine. Mais tout ça ne cache pas cette réalité que ce sont des missiles qui sont codés par des soldats ou très récemment soldats de l'OTAN. C'est pour ça que les Allemands ne vendent pas leurs missiles Taurus à l'Ukraine. Alors, je vais donner la parole à Régis Le Sommier sur ce sujet. Ensuite, les missiles sont guidés par de la technologie satellite et du renseignement électronique de l'OTAN. Et donc, on est dans une situation où on est en co-belligérance. Ça n'a rien à voir avec donner une autorisation. Le terme est totalement inapproprié. C'est parfaitement compris par les pays BRICS, en particulier par le Brésil, qui a trouvé que c'est quand même fort de fruits de s'aborder le G20 en faisant cela.
En donnant ce feu vert qui n'en est pas un, vous voulez dire. En gros, qui a changé les sujets, c'est ça que vous voulez dire? Exactement. D'accord. Alors, Régis Le Sommier, réaction justement. D'abord, peut-être à cette terminologie qui n'est pas exacte et qui, de toute façon, on va dire le reflet de tout ce qui s'est passé pendant cette guerre, où on n'utilise pas forcément les bons termes, on ne comprend pas forcément les bonnes situations. Est-ce que vous pouvez revenir là-dessus, puis justement nous dire ce que vous avez vu pendant votre reportage sur place? Alors, écoutez, oui, c'est tout à fait exact qu'on a franchi un cap dans la co-belligérance, en effet, avec là des systèmes d'armes qui sont directement manœuvrés, on va dire, ou en tout cas autorisés avec ces systèmes de code par la France, les États-Unis et la Grande-Bretagne, pour ce qui est de ceux qui ont été utilisés. Je ne crois pas que les scalps aient encore été utilisés, mais visiblement, ça ne saurait tarder. Mais donc là, oui, on a franchi un cap. Ce qui est intéressant de rappeler, c'est que il y a quelques mois, le président Zelensky s'était rendu à New York pour demander spécifiquement à Joe Biden de pouvoir utiliser ces armes, ces missiles à longue portée pour frapper la Russie. Et la réponse de Joe Biden, à l'époque, avait été négative. Volodymyr Zelensky était reparti avec un certain nombre de milliards pour d'armement, etc., etc. Il avait réussi à faire que les États-Unis l'aident encore à nouveau, mais sur cette question-là, Joe Biden avait été inflexible. Donc là, il y a quand même une chose qui me chagrine, c'est qu'on a vraiment l'impression qu'avec cette autorisation, l'idée pour Joe Biden, c'est plutôt de pourrir le début du mandat de Donald Trump à partir de janvier, en lui laissant une guerre dans lequel, en effet, on est passé à un stade supérieur, une sorte de situation extrêmement pourrie, pour laquelle les Russes considèrent qu'il y a une ligne qui a été franchie. On l'a vu avec la riposte sur l'usine de la ville de Dniepro, sur une de la ville de Dniepro, où les Russes ont utilisé un missile extrêmement sophistiqué. Hypersonique, qui aurait pu porter une tête nucléaire, qui n'en avait pas une, mais qui aurait pu, qui est conçu pour ça. Se balade à la vitesse de 3 km à la seconde. Et donc, on est vraiment dans des armes sur lesquelles les Russes, d'ailleurs, ont une avancée. C'est ça aussi que Poutine a voulu rappeler à l'Occident, une avancée considérable sur ces types d'armes, parce que nous, en Occident, même les Américains, je dirais, à part peut-être les Français avec le M51 qui est utilisé dans nos sous-marins nucléaires, qui a été régulièrement upgradé, la plupart des autres systèmes de missiles ne sont pas aussi performants que celui des Russes. Donc là, il y a effectivement une montée des tensions, une montée des inquiétudes et une situation qui va être difficile pour Donald Trump. Vous savez qu'il avait fait cette promesse d'arrêter la guerre en Ukraine en 4 heures. Là, on peut se dire que d'ores et déjà, aujourd'hui, cette promesse ne sera pas tenue. Il ne va pas arrêter la guerre en Ukraine en 24 heures, à moins qu'il soit déjà en négociation, ce qui est possible. Il y a des sources qui l'indiquent avec Poutine, dans l'idée qu'au moment de son investiture, il obtienne à la fois un cessez-le-feu à Gaza et à la fois un cessez-le-feu en Ukraine. Oui. Pour le moment, c'est hypothétique, mais en tout cas, ce qu'on remarque, c'est que l'administration démocrate perdante, qui a été sanctionnée par les Américains, continue à essayer justement d'une fuite en avant dans cette guerre en Ukraine. C'est elle d'ailleurs qui a quand même préparé, même si Vladimir Poutine est celui qui a envahi, c'est quand même les Américains ne sont pas neutres dans cette histoire. Et puis pour ce qui est d'autoriser les Ukrainiens à utiliser ces armes, ce qui est quand même intéressant, c'est qu'on regarde dans cette guerre en Ukraine, quand on fait le bilan des presque 3 ans de guerre, à chaque fois, on a autorisé les Ukrainiens, on a livré des armes aux Ukrainiens, mais à chaque fois trop tard. C'est vraiment, on leur a donné des armes suffisamment pour se défendre, mais pas suffisamment pour gagner. Oui. Donc on a eu une attitude extrêmement ambiguë, à la fois vis-à-vis de la Russie, vis-à-vis finalement où on a
on s'est dit, on va réussir à mettre la Russie à genoux, ce qui n'a pas du tout été le cas. Mais même vis-à-vis de l'Ukraine, cyniquement, on a joué de ce pays, on l'a saigné véritablement, enfin, on l'a envoyé au casse-pipe pour nous. Et je serais ukrainien, je serais extrêmement en colère vis-à-vis de cet Occident qui finalement n'a rien fait que semer le chaos, en fait. Quand on vous écoute, Régis, on a l'impression que c'est finalement l'objectif de l'Occident ou de certaines personnes qui ont poussé à cette guerre n'était pas forcément la victoire de l'Ukraine, mais seulement que le conflit dure. En fait, c'est terrible. Oui, c'était, je me souviens, moi j'ai écrit un livre qui s'appelle Jusqu'au dernier Ukrainien, qui est sorti au moment des 1 an de la guerre, et j'avais repris cette phrase d'une sénateur, Lindsey Graham, qui est quelqu'un qui considère toute intervention américaine au prisme des intérêts économiques américains. Ouais. Nous, avec nos armes et avec l'argent américain, ils combattront, sous-entendu les Ukrainiens, ils combattront jusqu'au dernier Ukrainien. C'était vraiment l'idée d'utiliser, le sénateur Mitt Romney avait repris exactement les mêmes termes en disant c'est le meilleur deal qu'on ait eu parce qu'on n'utilise pas nos soldats et d'autres se battent à notre place. Donc c'est d'un cynisme par rapport à la guerre en Irak, par rapport à l'Afghanistan où on envoyait un contingent. Là, on utilise les gens présents sur place pour finalement nos intérêts et pas du tout pour les intérêts des Ukrainiens, évidemment, qui aujourd'hui, quoi qu'il arrive dans ce conflit, vont se retrouver avec 10 millions de leurs habitants à l'extérieur de l'Ukraine, une population qui a été saignée à blanc, un manque d'hommes. Enfin bref, tout ce dont souffre actuellement l'Ukraine est absolument terrible. Et je pense que d'ailleurs, on n'en parle pas assez. Et oui, racontez-nous un petit peu, racontez-nous justement, vous, votre ressenti, votre retour de terrain. J'imagine qu'il y a une grande différence entre ce que vous pouvez voir sur le terrain et nos grands bellicistes de plateau qui sont prêts. Je pense que côté ukrainien, justement, on voit d'ailleurs même sur BFM maintenant des reportages qui disent que plus personne ne veut aller à la guerre, qu'on est obligé de les enrôler de force, etc. Et c'est sûrement de la même chose du côté russe. Je veux dire, je pense que malheureusement sur le terrain, il y a une énorme lassitude, une énorme fatigue. Enfin, est-ce que vous pouvez nous dire ce que vous avez vu ? Alors, sur Koursk, c'est un petit peu différent. Moi, j'ai fait les autres fronts. J'ai beaucoup passé de temps dans le Donbass, donc 2022, 2023, du côté de Kherson également, Mariupol. Mais là, la question de Koursk, elle est un peu différente parce que les soldats russes avec lesquels nous étions sont extrêmement motivés. Parce qu'il s'agit du territoire de la Russie qui est envahi sur 500 km² par l'Ukraine. L'invasion de la Russie territoriale, sur son territoire, n'avait pas été, ça s'était pas arrivé depuis 1941. Donc il y a une donne patriotique supplémentaire. Je me souviens de discussions qu'on a eues avec les villages reconquis par les Russes autour de Soudja, qui est la grosse sous-préfecture sur laquelle les Ukrainiens s'attaquent bec et ongle. Des petits vieux nous dire oui, s'il faut, on a notre fusil, on prendra notre fusil pour aider les soldats, parce que c'était le territoire de la Russie. Donc il y a une dimension supplémentaire. Les combats sont âpres. Les Ukrainiens savent que s'ils sont expulsés de l'oblast de Koursk, eh bien, c'est la dernière carte qu'ils pouvaient avoir, d'une certaine façon, pour le président Zelensky, pour maintenir la guerre, en effet, effective, je vais dire. Koursk est très importante parce que Poutine ne veut pas négocier tant que les Ukrainiens sont présents sur le territoire russe. Donc les combats sont acharnés, il y a très peu de prisonniers. Nous avons suivi une unité de dronistes sur le front, c'est-à-dire des jeunes soldats formatés de façon assez différente des soldats classiques. C'est plutôt des geeks qui sont des rois de la débrouille pour placer une antenne en haut d'un arbre et arriver à envoyer leur drone à 20 km pour taper un blindé. Donc c'est vraiment une guerre incroyable parce que elle est totalement nouvelle et la vivre comme ça fait que vous comprenez pourquoi chaque avancée est très difficile. Quand on veut faire une offensive, mis à part celle qui a été une offensive surprise extrêmement bien conçue, spectaculaire du 6 août dernier par les Ukrainiens, mais il faut arriver à camoufler ces troupes, ne pas les concentrer au même endroit, ne pas concentrer ces blindés au même endroit, parce que les drones
vont les détruire. Ça change vraiment la donne, c'est sûr. Une partie de l'absence d'avancée depuis 2 ans peut s'expliquer par justement cette place fondamentale que le drone a pris sur le champ de bataille. Je comprends, c'est vraiment très intéressant, Régis Le Sommier.